Donnons parole aux artistes et créatrices qui inspirent une autre vision du monde, croyant à la possibilité d'une autre société, plus douce, plus nuancée et plus colorée que celle de l'étouffante domination patriarcale. Les ronces sont là pour ça. Nous ne nous cacherons pas, nous donnerons parole à celles et ceux qui incarnent ce changement. Vous écoutez Les Ronces et nous avons plaisir à accueillir aujourd'hui Nina. But this time, we will do it by ourselves. To grow up seeing a woman lead our country. And that is why I'm with her. A world in which I could wear whatever I want, say whatever I want, and express my desire however I want without fearing for my physical safety or reputation. That would be the world in which females desire. Women's rights is something that's always been something close to my heart. And to know that there are women around the world that don't have a voice, we have to use our voices and raise the awareness. Tu es circassienne, spécialisée dans le jonglage. Tu as grandi dans un petit village à proximité de Clermont-Ferrand. Et tu as grandi en étant entourée de nature et d'art ayant des parents musiciens. Ta sensibilité artistique a toujours été présente, mais la découverte du cirque fut comme une révélation pour toi. C'est devenu une obsession, ta soif d'apprendre n'était que grandissante, et le jonglage est ton premier amour du cirque. Aujourd'hui, tu as monté ta propre compagnie qui s'appelle La Compagnie La Grue. Votre dernier spectacle en date est Cric, et je vous conseille d'aller voir quelques extraits parce que c'est absolument superbe. Est-ce que c'est à peu près une bonne présentation ? C'est raccord, carrément. Super, je suis vraiment hyper ravie de te recevoir. Merci beaucoup. Au cours du podcast, on va refaire un peu ton parcours, comment tu as découvert le cirque, et puis bien évidemment parler un peu de cet environnement qui est plus ou moins déconstruit sur les plans des questions de genre. Le moment où tu as commencé un peu à te professionnaliser dans le cirque, c'est après le lycée. Tu es partie dans une école à Lille. C'était donc ta première expérience d'indépendance, un peu d'émancipation. Je me demandais un peu comment tu as vécu ça, cette première expérience un peu à l'autre bout de la France dans une école de cirque. Il y avait vraiment une transformation de ce qu'était la jonglerie et le cirque pour moi. Avant, c'était vraiment ce que je faisais dans les pauses, entre mes heures de cours et tout ça. Oui, et que là, ça devenait... T'étais toute seule en plus à pratiquer ça, alors que là, t'avais quand même d'autres représentations. Exactement, et puis là, c'était vraiment un milieu de formation professionnelle, donc c'était ça à plein temps. Donc ça, c'était vraiment le premier changement de me dire, ah ouais, donc ce qui était avant vraiment une passion et un loisir, là, ça devient l'activité principale. Donc ça, c'était vraiment un gros truc. Deuxième chose, je mettais un pied dans le milieu du cirque que je connaissais peu, en fait. Moi, le milieu dans lequel j'étais, c'était le milieu du jonglage, qui est encore une autre famille, et qui est une famille aussi un peu cloisonnée, qui est pas toujours en rapport avec le cirque. D'accord. Avec des festivals de jonglage, des spectacles de jonglage, des compagnies de jonglage, tout ça. Ouais, vraiment genre 100% jonglage et pas dans l'entièreté du cirque. Ouais. Et même si c'est varié à l'intérieur de ça, ça fait quand même qu'il y avait beaucoup de choses du cirque que je connaissais pas. Et que du coup, j'ai découvert à ce moment-là avec plein de spectacles qu'on nous proposait. Et puis la ville aussi, la ville de Lille, où il y avait une programmation culturelle, où nous, on allait voir pas mal de spectacles avec l'école. Ouais, et puis très différente aussi de Clermont-Ferrand, c'est quand même une autre, disons que Clermont-Ferrand, même j'y étais même pas en fait. Genre j'étais au lycée à Cournon, qui est encore une plus petite ville. D'accord. Et j'habitais pas à Cournon. C'était quand même l'immersion dans la ville et la proposition culturelle de la ville, c'était vraiment cette année-là. Oui. Quand tu arrives dans une ville et que tu as grandi dans le milieu rural, tu vois aussi tout ce qui est théâtre, musique, l'opportunité. Ouais, exactement. Tu as quand même une connaissance culturelle qui s'élargit à partir de là, donc ça devait être quand même assez nouveau pour toi. Ouais. Et même le fait que tu partes quand même de chez tes parents, que ce soit, de ce que j'avais cru comprendre, c'est que tu étais quand même dans un moment où tu avais toujours envie de savoir mieux faire et de savoir faire plus de choses. Tu étais vraiment hyper à fond là-dedans, tu faisais pratiquement que ça, tu passais un peu ta vie à l'école pendant ces 3 premières années. Ouais. D'autant plus que j'étais dans une chambre chez l'habitant qui se passait pas très bien. Et du coup, ça faisait que j'y étais vraiment pour dormir en soirée et tout ça, mais qu'en fait, je passais l'essentiel de mon temps soit à l'école en train de m'entraîner, soit chez des potes à droite à gauche. Ouais, c'était à l'école où tu te sentais le mieux, entre guillemets. Ouais, exactement. Ouais. T'es resté donc 3 ans là-bas ? Lille, c'était une seule année. Ah, c'était une seule année. Okay. Et après, je suis allé à Lyon, et Lyon, c'était 2 ans, ouais.
Donc après, donc t'es redescendu à Lyon et c'est une école, donc une autre école de cirque. Ouais. Et il y a quand même une esthétique ou une approche du cirque qui doit être assez différente que celle que t'avais apprise à Lille. Ouais. Donc ça a dû être aussi un peu une redécouverte de ce complètement. milieu-là. Complètement, parce qu'en fait, Lille, il y avait quelque chose... en fait, les deux écoles de Lille et de Lyon sont des écoles préparatoires, donc qui te préparent aux écoles supérieures. D'accord. Mais il y a quand même à Lyon quelque chose, plus un suivi et une signature artistique que dans la classe prépa à Lille, on avait moins. Et c'était quelque chose de plus général, où on bossait beaucoup sur le physique, l'acrobatie et tout ça. Qu'à Lyon, il y avait vraiment un accompagnement artistique avec un binôme notamment entre le prof de jeu, théâtre et la prof de danse, qui vraiment préparaient leurs cours ensemble, préparaient un suivi ensemble, on faisait des créations avec eux ensemble. Pour moi, ça a vraiment fait des bases de la scène et de la compréhension de la scène en général pour après la suite, quoi. Est-ce qu'en étant arrivé à Lyon, il y a aussi... c'est un autre environnement culturel aussi que Lille. Ouais. Est-ce que t'as commencé à avoir plus d'opportunités peut-être professionnelles ou plus de rencontres aussi avec d'autres étudiants qui t'ont permis d'expérimenter un peu plus les choses à Lyon, ou c'était encore pas trop le moment dans ta vie? Disons que les propositions, elles étaient provoquées par l'école, où notamment on avait un partenariat avec le conservatoire de théâtre. On avait fait un échange avec eux. Ils venaient faire des cours d'acrobatie, on allait faire des cours de théâtre. On se rencontrait, donc ça c'était vraiment bien, puisque au final on a suivi aussi leur cursus et il y a un des gars de notre promo qui est allé vivre en coloc avec un des gars de leur promo. Enfin bref, ça il y avait du collectif en fait. Il y avait plus peut-être de collectif que ce que tu avais à Lille. Ouais, exactement. Avec une autre école de cirque aussi qui était à Chambéry. À l'intérieur de Lyon, mis à part vraiment ce partenariat, il n'y avait pas tant... C'est pas très dynamique sur ce plan-là à Lyon dans le monde du cirque. Peut-être que ça l'est plus aujourd'hui, mais en tout cas à ce moment-là, c'était... Voilà, il y avait vraiment ce programme avec le conservatoire, mais sinon il n'y avait pas Puis même de ma part non plus, parce que en vrai j'étais quand même toujours obsédé par le cirque. Je pense que j'étais pas dans une démarche d'aller rencontrer d'autres artistes extérieurs au cirque. Et après Lyon, t'es parti sur Toulouse. Je me souviens plus trop combien d'années t'es resté, mais il me semble que c'était quand même une école à Toulouse qui est assez emblématique dans l'histoire du cirque. Mmh. Du coup, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu de ces années-là à Toulouse. Ouais, c'est marrant parce que l'école de Toulouse, c'était une école dont j'avais entendu parler vraiment depuis hyper longtemps. Et il y avait plein de jongleurs et de jongleuses que je connaissais qui étaient sortis de cette école et vraiment que j'admirais beaucoup. Du coup, ça restait quelque chose de très important. Quand je suis rentré dans l'école, il y avait vraiment des grosses attentes et en même temps une grosse énergie à mettre dans cette école. Où c'est une école où on entend tout un tas de choses à son propos, même quand on n'est pas dedans. Il y a des espèces d'histoires qui tournent sur quels exercices sont faits, comment c'est les auditions pour rentrer. Le fait que c'est très éprouvant, que c'est très fatigant, que ça demande beaucoup d'énergie, d'autonomie, de plein de choses. Mais c'est très mystifié comme école. Exactement. Quand on rentre dedans, il y a quelque chose de se dire, déjà, j'ai été prise, et ça déjà c'est incroyable, parce qu'il y a une espèce de mystère autour des auditions du Lido, où on se dit mais comment ils font leur sélection, enfin bref, il y a vraiment un truc assez dingue par rapport à ça. Et après le fait de se dire ok, il va falloir que je tienne le coup, parce qu'en fait on est très sollicité, notamment on a des ateliers de recherche qui tombent à peu près toutes les 3 semaines, où on présente des recherches en cours. Donc, ça peut être dans notre discipline de cirque comme dans quoi que ce soit. On peut présenter un personnage théâtral, on peut présenter une danse, on peut présenter une idée. Enfin bref, c'est vraiment très ouvert. Un projet de recherche, du coup, c'est un projet que tu es en train de construire ou c'est... Exactement. Okay. Et en plus de ça, on avait les rendez-vous qui s'appelaient les essais de cirque. Quelque chose qui existe toujours et qui existe depuis le début de la création de l'école, et qui est vraiment présenter des travaux en cours à un public. Et c'est des choses qui arrivent tous les mois. Donc tous les mois, on doit monter sur scène avec une proposition artistique terminée ou pas. En général, plutôt pas terminée. Parce que, enfin voilà. Et du coup, on bosse pas mal dans l'urgence. On bosse avec des temps de préparation qui sont plutôt courts. Ça fait aussi... c'est vraiment l'intensité du monde du spectacle qui est dans cette formation, quoi. Et c'est toujours en autonomie. Enfin, genre, il n'y a pas beaucoup de temps où on est accompagné pour construire ces essais. Enfin, il y a des temps avec les professeurs de spécialité. Donc, avec mon prof de jonglage, je peux dire je vais faire un essai ou je vais faire un peu telle chose. Mais il n'y aura jamais un regard en amont sur l'entièreté de la proposition artistique. Il n'y a pas une histoire que le Lido, c'est un peu un cirque anard où c'était c'était quand même bien des anarchistes qui étaient là-bas à la base. Ouais.
Le Lido, ça s'est montré à la fin des années 80 et c'était un centre social par des communistes qui se sont dit ok, on pense que dans le cirque il y a quand même une capacité de rassembler les gens puisque le cirque c'est un art populaire. Avant de s'appeler l'école professionnelle des arts du cirque du Lido, c'était le centre social le Lido qui était un autre endroit dans un ancien cinéma qui a été condamné. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était super intéressant, j'ai appris beaucoup de choses grâce à toi parce que je pense que c'est hyper important pour nos auditeuristes de quand même, on contextualise un peu le cirque parce que dans l'imaginaire collectif, c'est quand même bien le truc chapiteaux, animaux, clowns. Historiquement, à partir des années 80 en France, on a créé des écoles, des cursus d'apprentissage du cirque et je trouve que c'est hyper important quand même qu'on puisse parler un peu du cirque avant les années 80 et après les années 80, autant dans la place que ça a dans les institutions, autant peut-être dans l'esthétique du cirque en lui-même. Ouais. Comment toi tu définirais un peu le cirque traditionnel ? Le cirque traditionnel, historiquement, on nous dit que c'est à peu près le 18e siècle par un militaire anglais qui fait tourner un cheval sur une piste de 12 mètres et après du coup qui construit un chapiteau et qui invite plein d'artistes en fait un peu divers et variés dans cette esthétique toujours militaire, donc musique militaire, costume militaire, qui vraiment construit de toutes pièces un cirque. Il devient traditionnel par la suite parce que tout le monde commence à reprendre un peu ces codes-là. Il y a les clowns qui arrivent aussi au fur et à mesure et il y a plein de légendes sur comment les clowns sont arrivés dans le cirque. Il y a plein d'histoires un peu variées à ce propos. Aussi folles les unes que les autres. Ouais, carrément. Et c'est un art vraiment populaire. Enfin, genre, c'est dur à se rendre compte aujourd'hui à quel point les artistes de cirque sont des stars et des stars internationales, quoi. Dire que, par exemple, il y a un jongleur qui s'appelle Enrico Rastelli, qui est un jongleur italien, qui a sa statue sur sa tombe et c'était une pop star, c'était Michael Jackson du fin 19e, début 20e, quoi. Okay. C'était quelqu'un qui était extrêmement connu. Oui, c'est un art populaire qui rassemblait, qui était ouvert à tous, qui faisait voir des choses hyper variées et assez surprenantes, voire extravagantes aussi parfois. Ouais, après c'est ça veut dire que ça arrive aussi en même temps que l'ère coloniale. Du coup, il y a plein de choses. Ah oui, d'accord. Voilà, donc comment dire, t'as aussi l'esthétique des freak shows où en fait on va présenter plein d'anomalies entre grosses guillemets. Mais justement, j'allais y revenir un peu plus tard dans l'interview de cette histoire-là ok, c'est hyper incroyable parce que c'est hors norme entre guillemets, mais ce qu'on considère, exactement, ça serait intéressant, on en parlera un peu plus tard. Pour continuer avec cette historique-là, c'est vrai qu'il y a un moment où la télé commence à remplacer le cirque au niveau de la popularité. Et donc ça, il y a une personnalité qui s'appelle Annie Fratellini et qui était aussi une grande figure du cirque parce qu'elle était dans un trio de clowns qui était vraiment hyper bien installé, qui se dit si on ne transmet le savoir du cirque que dans les familles, parce que c'était le cas dans les familles traditionnelles, on va disparaître, on va se faire manger et il y aura plus assez de renouveau et c'est un art qui va les gens ne verront pas le cirque. Temps, Du coup, elle crée ce qui est première école de cirque, qui est l'académie. Enfin, maintenant c'est l'académie, mais au début c'est l'école Fratellini. Et en fait, à peu près dans la même période, à plein d'endroits différents, il y a un peu déjà ce genre de réflexion. Et donc, il y a plusieurs écoles qui se créent. Et du coup, dans les années 80, le gouvernement, le ministère, se rend compte qu'il y a un art du cirque qui est en train de naître, un art nouveau, qui est représenté par une poignée de compagnies à ce moment-là. Et il décide de faire le Centre national des arts du cirque, donc le CNAC, et il l'institutionnalise et il invite des chorégraphes, des metteurs en scène. Oui, il y a vraiment cette volonté d'élargir le monde du cirque, de commencer à le mettre un peu sur un piédestal aussi, parce que il y a une esthétique qui sera défendue, une certaine exigence aussi. Donc, oui. Et c'est une époque où il y a beaucoup, on se positionne beaucoup en opposition au cirque classique, cirque traditionnel, en disant on va faire un nouveau cirque, on va faire quelque chose qui va être plus moderne, on va faire quelque chose avec nos savoir-faire, avec nos arts nobles et pas cet art populaire. Oui, il y a cette opposition art savant, art populaire. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a quelque chose de assez spécifique au cirque qui est vraiment
du rejet du cirque traditionnel, voire même un petit peu de mépris. De mépris, tout à fait. Comme si ça reniait les origines populaires, alors que dans d'autres arts qu'on peut dire savants, comme la musique, il y a quand même un peu plus un fil continu. Là, il y a vraiment une grosse rupture avec ce cirque-là. Ouais, et c'est vrai que ça perdure un petit peu encore, notamment, c'est ça, dans quelques écoles de cirque. C'est un peu un non-dit. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose où on nous dit « Ah, le traditionnel, c'est vraiment nul ». Mais il y a quand même un sous-entendu et encore un peu de mépris de la part de certaines personnes qui sont dans des postes de direction artistique. Donc c'est encore quelque chose qu'on entend, ouais. Et toi, justement, dans ton identité artistique, ça s'est peut-être de plus en plus affirmé que toi, t'es un peu le fluide entre le cirque traditionnel et cirque nouveau, ce qu'on appelle cirque moderne. T'as voulu un peu garder autant de traditionnel que de moderne et de moins caricaturer ces deux mondes-là, finalement. Oui, en fait, je me suis rendu compte dans surtout les images d'archives que je voyais passer, qu'il y avait des choses absolument incroyables dans le cirque traditionnel, qui étaient très très loin des clichés que je m'en faisais et que pas mal de gens se faisaient autour de moi aussi. Et du coup, je me disais, mais en fait, on est en train de dénigrer quelque chose qui est incroyable et qui est vraiment même beaucoup plus proche que ce qu'on pense, que ce qu'on essaye de faire actuellement. Et du coup, je me suis dit, en fait, cette séparation, elle n'a pas lieu d'être. Et que du coup, il y a vraiment juste une histoire de continuité et même s'il y a des enjeux esthétiques, parce qu'il y a des cirques traditionnels qui restent quand même dans une esthétique où on fait ce qu'on sait faire et on change pas, et c'est ça qui marche, et une logique très marchande aussi. Il y a un potentiel de création et d'inventivité dans le traditionnel qui est incroyable, où je pense que c'est vraiment une erreur de passer à côté et de pas se servir des codes qui sont déjà présents là-dedans. Ouais. Après tes études à Toulouse, tu vas découvrir un peu les joies de l'intermittence du spectacle et tu vas commencer tes premières expériences professionnelles. Tu as notamment travaillé dans une compagnie qui était dans la région parisienne. Ouais. Comment ça se passe un peu cette nouvelle vie-là où tu as beaucoup de représentations, en même temps tu as aussi la vie en collectivité. Comment toi tu vis un peu cette première expérience-là ? Alors, le premier cirque dans lequel je rentre, c'est le cirque Tzigane Romanes, qui est un cirque tzigane installé sur Paris depuis une vingtaine d'années et qui est, encore plus chaotique et bordélique que tout ce que j'avais vécu, je pense, en école. D'accord. Donc, c'était une première expérience qui était finalement peu représentative de ce qui allait se passer ensuite, qui était hyper enrichissante quand même, notamment aussi pour ces histoires de traditionnel et de contemporain, où là c'était quelque chose qui était beaucoup plus proche du cirque classique, mais pourtant qui avait une intelligence, le directeur il avait vraiment une intelligence du rythme et d'une composition globale, quoi. Et après la vie en collective, c'était moi dans une caravane pourrie dans le centre de Paris, dans le 12e arrondissement, dans une caserne militaire qui était en travaux, où du coup le cirque s'était installé là avec tout le camp gitan à côté. Enfin bref, c'était... Ce qui est quand même marrant parce que t'es quand même dans une vie très... Un quartier incroyablement bourgeois. Et c'est ce que j'allais dire, t'es quand même à Paris, t'es dans le centre de Paris, ça sent quand même beaucoup l'argent. Ah ouais, et toi t'as un mode de vie complètement un peu random lunaire, comme ça. Lunaire, ouais, vraiment. Ouais. Et ça dure pas longtemps, ça dure un peu moins de 6 mois, je pense. En parallèle de ça, j'ai un numéro de Diabolo que j'avais créé en école de cirque, qui tourne un peu dans des festivals. Et ensuite, là, il y a vraiment un peu ma première expérience professionnelle qui est jouer dans une compagnie, dans un collectif de jongleurs. Et je dis jongleurs parce que vraiment, il n'y avait que des gars dans cette compagnie, si ce n'est au début une jongleuse, mais comme le milieu du jonglage est un milieu pas égalitaire du tout, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Les jongleuses qui sont hyper fortes sont hyper sollicitées aussi, et du coup ont beaucoup de travail. Donc c'était le cas de cette jongleuse qui avait beaucoup de travail et qui a pas fait la création avec... Puisque je me demandais, je me dis, bon, vu que c'est quand même un mode de vie assez dans le collectif, où tu as tout ce qui se mélange, autant le travail que l'intimité... bon, c'est peut-être un peu trop optimiste de ma part de croire en l'humain et de me dire que c'est une safe place pour toutes. Est-ce que tu considères que c'est quand même un peu un combat pour les filles de pouvoir exister dans cet environnement-là,
parce que on a beau être dans le milieu artistique, c'est pas forcément le milieu le plus déconstruit, c'est parfois même l'inverse. Du coup, je me demandais un peu, toi, par ton expérience, que tu voyais un peu de la place des femmes dans le monde du cirque. Comme beaucoup de milieux artistiques, c'est un lieu où les femmes ont tendance à être soit majoritaires, soit égalitaires dans les écoles professionnelles. Et au moment de se professionnaliser, là, il y a vraiment une balance qui s'inverse, quoi. Et il y a moins de femmes dans le réseau professionnel que d'hommes. Je donnerai quelques chiffres après, parce que c'est quand même assez intéressant que nos auditeuristes le sachent. Mais est-ce qu'il y a aussi ce truc qu'on est toutes beaucoup à étudier parce qu'on est passionné par le milieu artistique, mais après de se rendre compte que c'est quand même un environnement où il y a une domination masculine qui est quand même bien installée. Est-ce que tu as déjà été témoin ou vécu ce genre de choses où en fait c'est petit à petit qu'il y a moins de femmes qui bossent dans ce milieu-là, parce que c'est juste des endroits où elles peuvent être tellement en insécurité, où tu vas avoir vécu des trucs pas super, quoi, qui font qu'elles s'éloignent juste pour survivre aussi, quoi. Donc est-ce que tu as déjà été témoin de ça ? Je crois que, à part dans ma compagnie, j'ai pas bossé avec des circassiennes déjà. Je me plante juste par rapport à cette histoire de cirque romanesque, où là effectivement il y avait des femmes aussi, mais comme c'était des femmes qui étaient invitées aussi, en gros elles avaient leur vie en dehors, c'était des personnes qui étaient habituées à bosser là depuis longtemps, ou en tout cas qui venaient périodiquement. Du coup je crois que c'était des femmes qui étaient plutôt indépendantes par rapport à la structure professionnelle qui était le cirque. D'accord. C'était pas le cas au cirque romanesque en tout cas. Et vraiment c'est ça, dans les autres compagnies c'était vraiment de la full gars, quoi. Full boys club, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. En revanche, c'est évident qu'il y a plein de metteurs en scène, chorégraphes, qui traitent les femmes comme de la merde, qui les traitent différemment des hommes, qui leur font moins confiance, donc qui les engagent moins aussi à la base. Je tiens quand même à donner quelques chiffres, ça peut intéresser nos auditeuristes, mais si on lit le rapport 2024 de l'Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture, certains chiffres sont quand même complètement affligeants, et notamment dans le milieu du théâtre et du cirque. Les femmes, elles représentent 63% des effectifs dans l'enseignement supérieur, donc ça veut dire celles qui étudient, mais évidemment seulement 34% des personnes actives, donc être rémunérées pour son art. Comme on s'en doute tous, plus on avance dans l'âge, plus les écarts se creusent dans la représentation des genres. Et puis sur le plan de la rémunération, on va même pas en parler. Par exemple, sur les droits d'auteur, les femmes sont inférieures de 41% à celui des hommes. Je pourrais continuer à citer plein de chiffres. Très franchement, ça serait beaucoup trop déprimant et beaucoup trop long pour notre podcast. Par contre, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ce rapport-là sur le site du ministère de la Culture. Je conseille quand même d'aller le voir pour être conscient de tout ce qui se passe, mais c'est évident qu'on est quand même très loin de pouvoir avoir un milieu égalitaire dans le milieu de la culture, et vraiment ça touche. Je vais pas dire qu'en musique c'est super, on va quand même pas se mentir, mais c'est vrai que dans le milieu du théâtre et du cirque c'est particulièrement difficile quand même pour les femmes. C'est important de le dire. Bon, tu me dis que déjà il y a quand même très peu de meufs dans les compagnies, mais est-ce qu'il y a aussi des spécialités circassiennes qui sont plus souvent attribuées à des hommes et d'autres plus souvent attribuées à des femmes ? Exactement. Moi, les compagnies qui ont été vraiment exclusivement masculines, c'est des compagnies de jonglerie. Et du coup, ce que je disais au début, c'est que le jonglage, c'est une discipline encore peu représentée par des femmes, même si c'est en train de changer, notamment depuis 2018. C'est encore compliqué, et même c'est ça, c'est compliqué pour des personnes, des gars qui sont à la tête de compagnies de jonglage, de se dire qu'ils peuvent trouver des interprètes jongleuses. C'est un automatisme en fait. Exactement. On a tellement l'habitude de voir des hommes qu'on va toujours chercher que des hommes. Et du coup, on n'y pense même pas, et on reste dans ce truc de se dire mais de toute façon, les jongleuses, il n'y en a jamais, elles sont jamais là et tout ça. Plutôt que de se dire, ok, on va bosser avec des jongleuses et du coup, on va les trouver, on va leur donner du travail. Ce qui est vraiment, aujourd'hui, en tout cas, totalement possible. Et les arguments aujourd'hui des gens qui vous disent mais il n'y a pas assez de jongleuses, c'est juste des arguments sexistes. Je me demandais aussi, parce que dans tout art, il y a un peu la question de la représentation, de ce que c'est que la masculinité, ce que c'est que la féminité. Ouais. Et dans certains arts, on peut quand même se réinventer puis se réapproprier cette question-là. Est-ce que dans le cirque, il y a un peu ça, il y a tel domaine qui va être plus approprié ou plus amené aux hommes parce que ça représente
un peu la force, cette idée de la masculinité, virilité. Ouais. Et puis d'autres choses qui sont plus faites par des femmes parce que c'est la légèreté, parce que c'est la beauté. Est-ce qu'il y a encore un peu cette esthétique-là qui peut être présente? Ouais. Carrément. Il y a des disciplines comme les équilibres sur les mains ou les aériens qui sont à l'origine vraiment des disciplines de souplesse, même si les équilibres c'est aussi de la force, tu vois, mais il y a beaucoup quelque chose de souplesse et de grâce, et du coup qui sont quand même des disciplines où il y a beaucoup de femmes. Oui. Et il y a des disciplines où c'est par exemple des disciplines où on va faire des portées acrobatiques, où là du coup les porteurs ça va être des gars. Dans la majorité des cas, parce que bien sûr, il y a aussi la possibilité d'inverser la tendance et de faire ce qu'on veut, tu vois. Après, c'est vrai que c'est joyeux quand justement on a des contre-exemples, et il y en a. Donc il y a des gars qui font de l'aérien, il y a des femmes qui portent, il y a des femmes et des hommes qui font de l'acrobatie, des équilibres, enfin voilà, tout existe. Mais c'est vrai que quand même, dans les formations amateurs, il y a encore quelque chose qui est très très genré. Des adolescentes qui veulent toutes faire de l'aérien parce que c'est trop beau l'aérien, et en vrai c'est super, enfin tu vois, c'est genre affirmer une féminité à cet âge-là. Enfin, il n'y a aucun problème avec ça, c'est juste que du coup, sur la suite et sur la représentation sur scène après, c'est des choses qui changent pas. Voilà, des fois qui sont pas re-questionnées. Vu qu'elles sont pas représentées, c'est pour ça aussi que les gens ils sont pas amenés à vouloir pratiquer ça parce qu'ils ont pas forcément vu d'autres possibilités, ouais. Mais et tu penses aussi que dans les institutions, alors ça dans les écoles supérieures, est-ce que ça bouge un peu ces questions-là, ou ça reste assez conservateur aussi sur ce sujet-là? Je pense que c'est plus subtil que directement influencé par les professeurs des écoles. Je pense que c'est plus quelque chose justement qui vient de l'histoire traditionnelle, où on se dit la file de ferriste, c'est une femme toute fragile sur son fil là-haut, et je sais pas, la voltigeuse c'est en fait une petite meuf qui se fait balancer par 4 gros porteurs sur un matelas, enfin tu vois, genre qu'il y a encore vraiment et puis qu'il y a la femme la plus souple du monde, l'homme le plus fort du monde, enfin il y a encore des figures quand même qui sont dans l'imaginaire commun. Je pense que c'est plus lié à ça d'une certaine manière que directement par les écoles. Ce que je me disais aussi, c'est que du coup dans le cirque traditionnel, comme tu en as parlé tout à l'heure, moi j'avais un peu cette image aussi des freak shows, et je me dis est-ce que ça aurait pas pu parfois amener ce truc tu sais, de la représentation, un peu de la fluidité des genres, genre est-ce qu'il y avait pas un truc un peu anciennement du drag qui pourrait venir de là, tu vois, est-ce qu'ils jouaient un peu avec ça? Je pense que c'est complexe dans le sens où c'était à la fois un refuge pour des personnes qui étaient minorisées, ça veut dire qu'il y avait des personnes soit qui avaient des difformités physiques, soit qui étaient des minorités de genre, qui avaient tellement de mal à s'insérer dans la société qu'en fait aller dans un cirque finalement c'était pas une mauvaise idée. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment une espèce de refuge à cet endroit-là. Sauf que, en gros, les directeurs de cirque jouaient bien sûr sur cette exotisation. Et monétisaient ça. Exactement. Donc ça allait un peu dans les deux sens. Mais effectivement, c'était des attractions, quoi. C'était les personnes queer étaient des attractions, les personnes racisées étaient des attractions. Enfin, vous voyez des choses atroces. C'était de la dévalorisation totale. Exactement. C'était que par là qu'on les mettait. Enfin, on savait que ça, entre guillemets, que ça existait, quoi. Tes 21 ans, il se passe quand même un moment assez déterminant dans ta vie, où c'est le moment où tu vas faire ton propre coming in de ta transition de genre. Je sais pas si c'est un coming in, mais en tout cas, il se passe quelque chose où on a une commande de la part du prof de théâtre qui nous dit « Ok, j'aimerais que vous nous fassiez quelque chose où vous nous montriez une nouvelle facette de votre personnalité. » Et moi, à ce moment-là, je me dis « Ok, j'ai envie de montrer de la féminité. » Et j'ai envie de la montrer simplement avec ma discipline de cirque, juste en mettant une robe rouge qui était la robe de ma coloc, et en faisant un numéro sans souligner par des attitudes ou par des choses, par des manières quelconques, juste ce fait-là, mais juste de fait de pouvoir faire la même chose que je fais avec cet habit-là.
Et c'est très bien reçu par tout le monde. Tout le monde me complimente là-dessus. Tout le monde me dit que ça me va super bien et que c'est génial. C'est dans une continuité de questions de genre et de questionnements de genre que je me pose à ce moment-là. Mais c'est pas non plus une révélation comme quoi je me dis je suis trans, je transitionne. C'est vraiment pas aussi rapide que ça. Mais c'est vrai que c'est une certaine étape en tout cas. C'est clair que c'est un peu compliqué quand on a grandi, bon, à Clermont comme ailleurs, mais en plus dans les années 2000, il y a quand même très peu de représentation team LGBT, même dans notre pop culture, c'est quand même particulièrement genré, sexiste, et du coup c'est compliqué aussi de faire sa propre éducation là-dessus. Donc ton parcours de vie qui fait que tu t'es de plus en plus rapproché aussi peut-être de groupes LGBT ou qui t'ont permis aussi de te poser les bonnes questions, qui t'ont permis d'être peut-être dans un bon environnement aussi. Enfin, j'espère que c'était quand même le cas pour toi. Toute cette construction-là, en fait, à partir de quand tu as commencé un peu à t'en émanciper, pouvoir te choisir et pouvoir de plus en plus l'affirmer aussi? Je crois que c'est assez tard, finalement, que je peux vraiment, expérimenter des choses sur le genre et pouvoir m'affirmer en tant que personne trans. Donc ça remonte à vraiment 2-3 ans, quoi. Oui, c'est encore très frais. Ouais, c'est très frais, mais parce que il y a... je sais pas, une série d'événements dans ma vie et même dans l'histoire du féminisme en fait qui avance, sociétale aussi, qui avance à un moment où j'ai de la documentation en fait qui me permet de me renseigner, de savoir. Tout à l'heure je me posais la question, c'est quoi ou c'est qui la première représentation de meuf trans ou enfin de personnes trans que j'ai eue dans ma vie, et je sais même pas dire. Incapable de répondre. Je sais même pas dire. Ça doit être peut-être genre Priscilla folle du désert que je regarde quand j'ai peut-être 24 ans, tu vois. Ouais. Donc enfin genre vraiment c'était même moi, tu vois, tu me poserais la question si t'es une personne trans, comme ça personne me vient, quoi. Aucune idée. Des personnes féministes, ça ok, mais c'est vrai que des personnes trans, c'est encore très minoritaire aujourd'hui. Et comment ça se passe alors quand tu fais peut-être pas chacun a une manière différente de faire son coming out. Il y a certaines personnes, c'est bon, j'arrive, je pose les bases, mais comment ça se passe dans ton environnement professionnel justement? Est-ce que c'est tout de suite parce que t'as quand même un réseau qui est bien construit quand même, parce que ça fait longtemps que t'es dans le monde du cirque et que du coup tu te faisais appeler par le pronom il. Donc comment ça se passe un peu ce moment où tu travailles plus ou moins avec les mêmes personnes et que ton pronom a changé, donc. Ça s'est fait vraiment très progressivement, puisque dans un premier temps, moi je fais une transition sociale, du coup, qui est vraiment où je mets des habits différents et je m'autorise le maquillage et plein de choses. Donc ça, c'est une première étape. Et en vrai, moi, j'ai pas du tout choisi de faire un coming out, où j'envoie des mails, où je passe des appels et tout ça. Du coup, moi, j'ai décidé de me dire, si on me pose des questions, j'y réponds. Et sinon, ça m'intéresse pas. Et j'étais OK avec ça pendant pas mal de temps. Et en vrai, le fait que toutes mes fringues, elles changent et que je fasse ce que je veux, ça ne change rien. C'est-à-dire que les gens se disent, ah tiens, c'est rigolo, mais vraiment, genre, il y a une cécité totale, vraiment, de la part des gens qui bossent avec moi. Ok. Il y a, je crois, une personne qui me demande, et c'est marrant, d'ailleurs, c'était une très bonne surprise. Une personne où je ne l'aurais pas soupçonné, qui m'a vraiment demandé avec une simplicité et un respect infini, tu fais une transition? J'étais genre, oui, ok, tu veux qu'on te genre commun ou féminin? D'accord. C'était vraiment... Et c'était un moment en fait où j'avais quand même... de l'espoir là, franchement. C'était génial, c'était vraiment génial. C'est un gars qui avait 45, 50 ans, enfin vraiment... Franchement de l'espoir. C'était impressionnant, c'était génial. Et vraiment la fête. Et du coup, mais à ce moment-là, je lui dis, je crois que j'ai pas envie, j'ai envie de rester au placard là pour l'instant. C'était un moment où j'avais juste peur de la réaction autour de moi. Ouais, ça devait être dans ton intimité et que ce soit aussi toi le moment, qui choisisse aussi le moment où, je crois aussi, où ça se passerait dans le monde professionnel. Mais oui, après c'est peut-être carrément pas le cas, tu vois, mais du coup vu que t'as quand même vécu l'expérience du cirque en te faisant appeler par le pronom il et puis après par le pronom elle, est-ce qu'il y a des choses auxquelles t'avais accès avant ou que t'as plus forcément maintenant, ou alors que quand tu te faisais appeler par le pronom il, tu te sentais, la question elle se posait pas, tu y allais direct parce que tu te sentais en sécurité, et que là par ton identité trans ça a changé aussi, tu vois? Est-ce qu'il y a eu un impact comme ça pour
ton environnement comme les opportunités professionnelles, tu vois. Ouais, en fait, c'est des choses auxquelles je pense maintenant, en vérité. Oui, C'est-à-dire parce que c'est que des c'est vrai choses- que c'est aussi... C'est Comme très c'est récent, récent. hein, bien sûr, ouais. Comme c'est récent, c'est des choses, c'est des questions que je me suis pas posées dans le sens où en fait je faisais très peu d'auditions où il y avait pas beaucoup d'offres de travail, tu vois, parce que c'est des choses dans lesquelles j'étais déjà et du coup c'est une histoire d'adaptation plutôt. Mais aujourd'hui effectivement, en premier lieu je me demandais qu'est-ce que fait la compagnie, qui sont les personnes qui la dirigent. Enfin, je vais me renseigner en fait, Ouais, juste avant pour même savoir. l'intérêt du projet, c'est bien juste sûr. savoir si ça allait être une safe place pour toi. Exactement. Ouais. Et il y a des personnes avec qui je sais que je rebosserai plus pour ces raisons-là. Ouais, ce qui rend quand même un peu le truc... Enfin, Ouais. je veux dire, évidemment, il faut que tu sois dans un endroit safe et c'est encore mieux de travailler avec des gens qui sont en accord avec nos valeurs, mais quand on a quand même intermittent du spectacle et qu'on doit valider un nombre d'heures pour être sûr de garder son statut ou que, bon, on roule clairement pas sur l'heure, c'est vrai que parfois tu dois quand même être dans ce truc de ok, je sais que c'est pas safe, mais en même temps, j'ai peut-être parfois aussi besoin d'argent et en fait... Ça s'est présenté très récemment où je me suis dit, justement c'était une personne avec qui je m'étais dit je rebosserai pas avec ce gars et au final en fait c'est une compagnie qui est bien installée, qui me propose de faire une douzaine de cachets sur l'année prochaine et en vrai le projet est intéressant, du coup qu'est-ce que je fais et au final je me dis en fait j'en ai besoin donc je le fais. Et je vais voir. Et je vais voir avec la personne et j'espère que ça va bien se passer. Personne qui m'a quand même demandé, donc qui est plutôt en apparence ouverte sur le sujet. Oui. Et après, la connaissant, commençant à bien le connaître, je sais qu'il peut aussi faire des grosses sorties de route et des trucs très border. Vilains. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc... Ouais, il y a toujours cette énergie en fait que ça nous demande pour les minorités comme pour les meufs, c'est vraiment ce truc de en fait moi j'ai envie de travailler, j'ai envie de créer, t'as plein d'ambitions mais en fait à chaque fois t'es là soit t'es encore quelqu'un de très naïf et t'y vas et tu crois que ça va être super et puis au fur et à mesure tu te rends compte qu'en fait tu te sens pas en sécurité ou t'as des propos qui sont dégradants ou voilà et que c'est difficile parfois de trouver place juste pour travailler et créer parce que ça peut être un environnement encore très masculin et très misogyne. Ouais, je me suis dit parce que du coup ça va être un projet avec un gros groupe d'amateuristes et avec qui on va faire une création sur plusieurs week-ends. Et du coup, pareil, ça va être des gens d'horizons différents. Enfin, je sais pas qui ça va être. Et du coup, moi, je sais que j'ai besoin de soutien là-dedans. Enfin, genre, je peux pas être seul à dire bonjour. En fait, mon prénom c'est elle. Si mon collègue il me met genre, enfin, tu vois, genre c'est pas possible. Du coup, vraiment, j'ai besoin d'un appui. Et en ce moment, c'est plutôt ça. C'est je me dis, il faut que je puisse poser des conditions tôt qui soient les mêmes pour tout le monde, à savoir le respect de mes pronoms et savoir que c'est des alliés et qu'ils agissent en conséquence, quoi. Bien sûr, et qui n'ont pas des propos déplacés ou qui n'ont pas des regards déplacés. Et que même au cas où quelqu'un dans mon entourage ait des propos déplacés, qu'il puisse me défendre en fait. Bien sûr. Pas me laisser dans la merde. Je me suis promis que si jamais ça se passait mal, je me cassais. C'est bien, c'est la bonne solution. Voilà, je pense. Et est-ce que par hasard il existe peut-être, ou ça émerge en ce moment, tu sais, des compagnies qui sont militantes ou qui sont que team LGBT, tu vois Ouais, un petit peu. Je pense à peu près au même rythme que dans la musique, c'est-à-dire petit à petit, en sachant que des collectifs féministes sont quand même plus anciens que des collectifs queer. Il y a une génération de circassiennes qui commence à avoir, et de circassiennes dans le monde du cirque contemporain, qui vont vers 40, 50 et même peut-être 60 ans. Ouais. D'accord. Et du coup, qui, elles, vivent avec leur temps et vivent avec leurs valeurs et se disent, ok, bon, on fait bouger les choses et voilà. Mais en général, c'est des personnes qui sont toujours minoritaires et puis qui n'ont pas forcément un pouvoir aussi important que des gars de cet âge-là. Oui, quoi. Autant un pouvoir financier que de représentation. Voilà. N'empêche qu'effectivement, il y a quand même dans la création circassienne de plus en plus de compagnies qui sont dirigées et où il y a de la création avec des meufs. Donc ça, c'est chouette. Il peut y avoir un petit côté militant dans un art qui est quand même assez vieux, mais c'est que il faut être patient. Mais on arrive bientôt à la fin de l'interview. Est-ce qu'on ferait pas un petit instant promo où tu nous parles un peu quand même de tes projets ? Le spectacle Cric qu'on a sorti en novembre dernier va rejouer
Dans la région lyonnaise, je crois que c'est en mai prochain. Donc ça va être au Polaris à Corba. Trop bien. Après ça va rejouer en Auvergne à Rion, et après il y a des options à Ambert et peut-être dans la région de Grenoble aussi. Faudra voir. Trop chouette. Il y a un projet justement que j'étais en train d'écrire avec ma pote juste avant d'arriver à l'interview. Qui est un projet encore un peu fictif parce qu'on ne sait pas du tout si ça va arriver ou pas, mais qui va être un projet du coup avec une autre meuf trans jongleuse et universitaire qui fait une thèse sur les corps queer dans le cirque. Un projet artistique et recherche autour du cirque en général. On aime bien le thème de contre-performance, du coup de dire de la contre-performance de genre, où en vrai on est tel qu'on est et on n'a pas surperformé le genre pour juste exister et être respecté. Et ce qui est pareil dans le cirque, c'est-à-dire pas être obligé de montrer à chaque fois des trucs extraordinaires pour pouvoir faire des choses valables. Oui. Du coup, voilà, on est parti de ça, mais vraiment, on n'a aucune idée. Juste, on a... c'est déjà un bon projet, en vrai. J'ai trop hâte de savoir la suite. Ouais, on espère grave que ça va se passer. Et ensuite, il y a un peu une exclue qui est peut-être un peu trop tôt à révéler parce qu'elle n'est pas sûre non plus, mais je suis en train de monter un lieu d'entraînement parce que du coup, je vais acheter un appart. Oh, wow, voilà. Félicitations. Et du coup, ça pourrait être un lieu pour tous et du coup pour des artistes queer et minorités de genre. Si tu me dis que c'est dans la région lyonnaise, je serais hyper heureuse. Saxe-Gambetta... Voilà, du coup, stay tuned. Pour l'instant, je j'ai pas de garantie de ça, mais si ça se passe, ça va être vraiment extraordinaire. Et vraiment, on sera là pour ce projet-là. Oui. Les Ronces, c'est quand même un collectif artistique qui aime bien mettre en avant des artistes. Donc j'aime bien poser cette question à la fin. S'il y avait un ou une artiste qui t'a vraiment marqué, ou auquel à un moment donné de ta vie, tu t'es vraiment senti connecté, tu t'es dit « Ah mais oui », est-ce que t'en as un qui te viendrait en tête là, comme ça ? C'est hyper dur parce que la dernière personne avec qui ça s'est passé, c'est pas dans le monde du cirque, mais c'est dans le monde de la musique. Du coup, un peu dédicace à Limace, qui est une artiste qui fait de la musique qui me touche énormément et qui est hyper importante puisque c'est aussi très engagé sur les transidentités et la non-binarité, du coup des choses dont on ne parle pas assez, clairement. Ouais. Qui est une artiste extraordinaire. C'était un peu ça mon dernier coup de cœur, je crois. C'est un super coup de cœur et trop ravi que ce soit ça qu'on partage dans ce podcast. Merci beaucoup pour ce moment, c'était super. Et merci beaucoup de l'invitation.